Bonjour et bienvenue sur alpineavenue.fr. Je suis ravi de vous retrouver pour notre première émission en direct de Genève, sur le stand Alpine bien sûr, pour la révélation de la version définitive de l'A110. Nous allons vous la présenter sous toutes ses coutures, rencontrer les personnes qui l'ont conçue, qui vont la construire, qui vont la distribuer, tout au cours de cette émission. A tout de suite. Donc je suis avec Bernard Olivier, que tout le monde aura reconnu, pour parler de cette nouvelle Alpine. Et alors on en discutait juste avant, en fait, on s'est rencontrés, je ne vais pas dire par hasard, mais on s'est mis à parler d'Alpine devant la nouvelle A110. Alors parlez-nous un peu de cette nouvelle version et de la façon dont vous l'avez imaginée en vue de sa conception. Comment vous l'avez imaginé au début? Alors, en 2012, c'est simple. Nous voulions une voiture résolument moderne. Résolument moderne parce que les clients, c'est des modernes. Donc, c'était le premier cahier des charges. Le deuxième, c'est résolument fidèle à l'ADN d'Alpine. Alors, on peut se dire, c'est quoi l'ADN d'Alpine? On l'a étudié de près et on l'a résumé sur 3 sujets. L'élégance. On a considéré que la berlinette, la 110, était la voiture iconique d'Alpine et que c'était d'abord une voiture extrêmement élégante. J'allais presque dire tellement élégante qu'elle est intemporelle. Notre objectif n'a pas été de faire une voiture intemporelle parce que c'est le temps qui décidera, mais l'élégance, et l'élégance à la française, c'est une élégance simple, fluide, sans addition, sans sans artifice gratuit. Sans artifice aucun. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de l'ADN, c'est l'agilité par la légèreté. Absolument capital. Ça, c'est ça l'Alpine, et il faut rester là-dedans. Il ne faut surtout pas aller copier les autres, parce qu'on a tout à perdre. Nous avons un ADN tellement fort et tellement rare que nous avons tout pour vendre cela. Et le troisième point, bien sûr, il faut quand même la sportivité. En 2012, j'avais réuni toutes les équipes et on s'était tous dit, le premier acte pour acheter une voiture de ce type-ci, c'est le design. Donc, c'est simple, on ne va pas, contrairement à d'habitude, donner de contraintes au design. Donc c'est le design qui a commencé à dicter la technique. On lui a laissé carte blanche pour faire, cahier des charges, la plus belle voiture, moderne, avec bien sûr un certain nombre de clins d'œil sur le passé, sur la berlinette. Mais seulement les clins d'œil. Ce n'est pas une voiture rétro. Alors au départ, on avait quand même déjà une implantation mécanique à l'arrière, j'imagine, avant même de commencer le design. Ah, bien sûr. Notre objectif était de relancer la marque Alpine. Il fallait la relancer avec la voiture iconique et la 110 et avec ce qui est le plus iconique d'une voiture de sport. Et la voiture de sport la plus iconique, comme la berlinette, c'est une voiture à moteur central arrière, qui est le meilleur, ne l'oublions pas, dans l'architecture pour le meilleur équilibre de masse entre l'avant et l'arrière, qui donne la meilleure agilité et le meilleur plaisir de conduite, parce que le centre de roulis, il est sous vous, sur votre siège. La berlinette originale est sortie en 1962, oui. Ça fait très longtemps. Oui. Il y a eu une période très longue où la berlinette n'était plus commercialisée et plus de 20 ans où Alpine n'existait plus. Oui. Donc aujourd'hui, vous devez relever un double défi qui est de convaincre avec le produit, mais aussi de convaincre commercialement. Alors oui,
il est clair que depuis 5 ans, nous avons une énorme pression sur les épaules. D'abord parce qu'on voit, vous en êtes la preuve, et il y en a de très nombreux autres, avec tous les journalistes et tout, je dirais une certaine bienveillance de la part de tout le monde pour la relance de la marque. Cette marque, qui est mythique, visiblement elle crée de la sympathie. Probablement par sa petitesse, ses petits moyens, le fait qu'elle ait fait des miracles en sport automobile et autres, elle crée de la sympathie, y compris en Allemagne ou en Angleterre. Et donc, cette sympathie, elle nous a soutenus, mais c'est clair, on n'a pas le choix, il ne faut pas décevoir. Donc c'était de la pression pour nous, pour réussir cette voiture. Nous sommes partis d'une feuille blanche, il ne faut pas l'oublier. Hein. Le châssis, c'est un châssis Alpine, 100%. Il n'y a aucune pièce, comme on dit dans le métier, carry-over. Tout a été conçu dès le départ pour que le centre de roulis soit au bon endroit, le centre de gravité au bon endroit. C'est pour ça que cette voiture est assez remarquable dans sa dynamique. C'est parce qu'on a fait ce qu'on voulait. Et si vous nous critiquez, c'est qu'on aura raté, mais on n'a pas raté. Vous me parliez tout à l'heure justement de l'accueil et de la sympathie du public, mais d'un public de passionnés, d'un public de connaisseurs. Comment pensez-vous pouvoir toucher l'autre partie du public, celle qui n'est pas forcément connaisseuse d'Alpine? Vous avez parfaitement raison, et c'est absolument essentiel. Pour nous, on a 2 types de clientèle qu'on vise. Le sportif type Alpine, l'alpiniste, on va dire, réel ou dans sa conscience, et puis j'allais dire le premium, c'est-à-dire les clients qui sont très attentifs à la qualité perçue, à la belle mécanique, les esthètes, hein, qui souvent vont aller acheter des voitures un peu plus vers le nord de l'Europe. Pour cela, il faut aller les chercher, il faut aller se faire connaître. Je crois, on l'a vérifié dans les enquêtes, beaucoup de clients sont intéressés. C'est une autre idée de la voiture de sport Alpine. Et donc, c'est en fait une alternative. Alors, il faut se faire connaître. Cette connaissance, elle va passer par des essais. Elle va passer par les essais journalistes. Mais elle va aussi passer, ce qu'on fait, les concours d'élégance. Nous avons été à la Villa d'Est, on a été à Chantilly. On va continuer à aller dans les concours d'élégance en Allemagne et tout. C'est très important parce qu'ils sont là, donc clients. C'est cette deuxième série. On va à la FIAC, on va aller partout où on va aller toucher ces clients, qui sont des clients entre guillemets premium, qui achètent plus une belle voiture, très bien finie, dont ils sont fiers, qu'une vraie voiture de sport. Mais les voitures de sport, c'est toujours très beau. En fait, vous êtes en train de me dire que la nouvelle A110, elle incarne un art de vivre à la française en matière d'automobile sportive. Oui, absolument. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a le côté français qui est un côté simple, un côté on ne se l'envoie pas, si je puis dire. On n'est pas m'as-tu vu. Hein. On est assez hédoniste. Hein. Plaisir personnel d'être au volant de la voiture ou à côté. C'est pour ça qu'il faut travailler bien l'intérieur pour qu'il soit beau, mais pas beau, raffiné, mais pas un arbre de Noël avec des tonnes de choses. Pas ostentatoire en fait. Ostentatoire et pas non plus trop de choses. N'oublions pas, c'est une voiture de sport, il faut du poids, il faut la légèreté pour être plus précis. Donc, il ne faut pas rajouter trop de choses. Donc, c'est ça que l'on offre. C'est donc une offre alternative à la plupart des autres voitures de sport. Nous, on voit très bien le cercle vertueux qui est, plus on est léger, moins on met de chevaux, et moins on met de chevaux, plus ça va être léger, parce que le moteur va être plus léger, la boîte de vitesse va être plus léger, les freins vont être plus légers. C'est un cercle vertueux, et c'est ça qu'on rentre. C'est Alpine. Et alors la clientèle visée, une clientèle premium, est très sensible à la personnalisation d'un véhicule. Est-ce que c'est un programme que vous comptez développer pour la 110 ? Évident. Évident que notamment, que ce soit d'ailleurs les sportifs ou les esthètes, ils ont envie d'avoir une voiture à eux, qui n'est pas celle du voisin. Donc ce sont des sujets sur lesquels on travaillera. Et alors une dernière question, le premier modèle commercialisé donc sera cette A110 première édition, mais j'imagine qu'il va y avoir un modèle, on va dire d'entrée de gamme, de série. Il est prévu pour quand ? De ce modèle, il sera prévu, là vous avez les 1955 voitures qui ont été vendues, qu'il faut fabriquer. Et donc on va commencer d'abord par finaliser la voiture, elle n'est quand même pas tout à fait finie, assurer la qualité, fabriquer les 1955, et après on va
et bien sûr proposer de nouvelles versions, de nouveaux typages de cette voiture. Le problème, c'est qu'on est une petite équipe et qu'il faut, on a beaucoup de travail, il faut beaucoup de challenges, il faut finir la voiture, il y a beaucoup de challenges technologiques et tout, il faut faire la qualité. Donc on va faire ça, comme on dit en anglais, step by step, on va le faire petit à petit. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Bernard Olivier. Alors nous sommes maintenant à l'intérieur de la 110, version donc définitive, avec David qui est le directeur technique. Tout à fait, ou ingénieur en chef, oui. Ingénieur en chef du développement de la nouvelle Alpine. Alors tout à l'heure, on a déjà évoqué quand même quelques informations sur cette nouvelle Alpine. Donc on sait maintenant qu'elle aura un 4 cylindres. Tout à fait. Turbo compressé, absolument. 250 chevaux, et que le modèle de base fait exactement 1080 kg sur la balance. Confirmé. Donc, fini le secret, parce que je sais que vous, les passionnés, ça fait longtemps que vous attendez ces informations. Donc, confirmé. Donc, on est très fiers de ça. 250 chevaux, 1080 kg sur la balance. Ça fait un rapport poids-puissance. On est dans les 4,3 kg par chevaux, qui est... Je vous invite de regarder les supercars, les autres voitures, c'est pas mal. Alors, je voudrais évoquer avec vous justement les aspects technologiques qui sont contenus dans cette Alpine, parce qu'elle a une carrosserie, une présentation qui est très élégante, qui fait la part belle à la sensualité, on peut le dire, et qui cache bien son jeu, parce qu'apparemment, en matière de technique, vous n'avez pas fait les choses à moitié. Tout à fait, tout à fait. Donc je suis ravi de vous entendre dire ça, parce qu'effectivement, le mot que nous, on a utilisé beaucoup dans la phase de conception, c'est élégance. Et l'équipe d'Anthony Villain, je pense qu'ils ont fait un excellent travail extérieur et intérieur sur l'élégance. Mais effectivement, c'est pas juste une petite voiture élégante qui est belle à regarder. J'ai la chance d'avoir passé beaucoup de temps ici dans mon poste de travail derrière le volant et sur le circuit. Bon, ça marche bien, hein. Alors, vous m'avez parlé de plusieurs modes de conduite. Tout à fait. Alors, c'est une voiture déjà que vous avez voulu autant utilisable au quotidien que pour aller faire un tour sur circuit. On est d'accord? Tout à fait. Et on peut voir ça effectivement dans les modes de conduite. Je ne sais pas si la caméra va capter le tableau de bord, mais effectivement ici on est en mode normal. Donc les passionnés de la berlinette vont être très contents parce qu'on a une espèce de clin d'œil vers la berlinette avec les cardans qu'on aime bien de la berlinette. Donc je suis en mode normal. Appui court sur ce bouton rouge ici et je passe en mode sport avec un display, un tableau de bord, allez on va dire un peu plus moderne, un peu plus numérique. Et maintenant appui un peu long. Et là c'est parti, je suis en mode track avec un tableau de bord qui est centré sur le contour et bien sûr le shift light. Et là on est sur circuit et on peut se lâcher. Alors ça, donc c'est pour l'apparence. Mais alors, qu'est-ce qui se passe techniquement quand on passe d'un mode à l'autre? Alors déjà, chez Alpine, rien n'est juste pour l'apparence, hein. Il y a toujours de fond derrière. Donc, chaque fois que j'ai changé le mode d'affichage, j'ai aussi changé les caractéristiques de la voiture. Donc, le poids de la direction, j'ai changé. La cartographie pédale, donc j'ai un moteur un peu plus, on va dire, mode track. Aussi, le temps de passage de report avec la boîte double embrayage change. Troisième élément, j'ai aussi le système de contrôle stabilité électronique qui va me laisser dériver un peu plus en mode track par rapport avec le mode sport. Alors, vous expliquez tout à l'heure que la boîte à double embrayage, c'est pas simplement un choix marketing, c'est aussi dicté par le fait que l'ensemble de la transmission avec une boîte à double embrayage est plus léger qu'une boîte à transmission manuelle, alors qu'on pourrait croire le contraire. Tout à fait, tout à fait. Donc, je pense un des éléments dans la reduction mass dans la voiture, c'est une approche système. Donc, il faut parler système. Quand on compare juste les boîtes ensemble, c'est vrai, la boîte DCT est plus lourde. Mais après, il faut penser à tout le système. Si vous regardez ici, il n'y a pas de commande. Donc, il y a la console aérienne qui est évidée, qui est très léger. Et troisième, j'ai pas de pédale, j'ai pas de commande. Et si on regarde le système total, on a une réduction de poids. Voilà, donc tout ça, bien sûr, pour optimiser la performance. La boîte offre combien de rapports? Donc, la boîte, c'est la nouvelle génération des boîtes chez Getrag. 7 rapports. Et un élément important, c'est embrayage humide. Ça nous permet des passages
de vitesse très rapide, notamment en mode sport ou track, dans lequel le passage de vitesse, on a l'impression que la boîte a changé la vitesse avant que j'ai tiré sur le paddle. Et puis certainement aussi, du coup, une meilleure résistance au couple important du moteur et surtout dans une utilisation intensive qu'un embrayage à sec. C'est vrai, c'est vrai. Donc, utilisation normale, on va dire, sur route, un embrayage sec marche très bien aussi. Mais effectivement, sur utilisation un peu extrême sur circuit, l'embrayage humide a des avantages, oui. Mais c'est surtout le temps de passage de vitesse sur lequel on a un vrai gain. Merci beaucoup de nous avoir accordé tous ces renseignements. C'est mon plaisir. Et puis, bonne fin de salon. Merci et à bientôt. À bientôt. Donc pour mieux montrer la structure intégralement en aluminium de l'Alpine, la marque expose aujourd'hui une caisse en blanc, ce qu'on appelle une caisse en blanc. Donc elle est juste posée sur ses trains roulants. Elle n'a pas de mécanique, bien sûr pas d'intérieur, pas de peinture, rien du tout. Et elle permet de montrer que c'est vraiment l'aluminium qui a été utilisé exclusivement pour toutes les pièces, que ce soit le châssis ou les éléments de carrosserie. Alors autre détail technique très intéressant présenté par Alpine sur son stand, tout l'unit avant de la berlinette qui permet de voir déjà qu'il est intégralement constitué d'aluminium. C'est vraiment le matériau qui est prépondérant dans la constitution de la berlinette. Alors la suspension, c'est une suspension classique dirons-nous, mais qui est gage vraiment d'efficacité en matière de tenue de route. Double triangle en aluminium de fonderie. Les longerons également en aluminium et ensuite la caisse qui vient se fixer dessus. On peut également bien sûr voir les étriers de frein de très grosses dimensions dotés de 4 pistons. Donc un freinage qui est à l'avenant des performances annoncées de l'Alpine, car ne l'oublions pas, cette Alpine est donnée quand même pour un 0 à 100 en 4 secondes 5. Alors l'Alpine a été quand même conçue pour le quotidien, puisque, comme le disait Bernard Olivier, c'est une voiture qu'on doit pouvoir conduire tous les jours et aller sur circuit avec, sans rien changer de ses habitudes. Donc l'Alpine est équipée en fait de 2 coffres, un à l'arrière qui fait environ 100 litres, avec ici une magnifique bagagerie qui a été prévue et qui est équipée de 2 petits sacs que l'on voit sur les côtés, voilà, donc qui offre un volume global d'environ 100 litres. Et à l'avant, il y a également un coffre qui fait exactement 96 litres que l'on ouvre par l'intérieur et on peut découvrir un volume largement exploitable aux formes rectangulaires qui permet de compléter l'espace offert à l'arrière. Donc je suis maintenant avec Anthony Villain, le directeur du design d'Alpine. Anthony Villain, bonjour. Bonjour. Alors Anthony, je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui parce que c'est déjà la présentation de l'Alpine définitive qu'on peut enfin voir après avoir vu la célébration qui était beaucoup plus typée course et la vision qui se rapprochait beaucoup plus de celle-ci. Alors Anthony Villain, donc après vos études, vous êtes immédiatement rentré dans l'automobile. Oui, je suis rentré chez Renault dès la suite de mes études. J'ai pas fait d'études de design, j'ai une formation d'ingénieur. Puis bon, je dessinais depuis que j'étais tout petit, donc voilà. Mais il se trouve que j'ai trouvé du métier dans le design, ce qui me va très bien. Et alors, comment en tant qu'ingénieur, vous êtes passé au design? Parce que ce sont 2 métiers quand même assez différents. Oui, c'est différent, mais en fait, je dessinais des voitures depuis tout petit, et puis j'avais envoyé mes dessins à droite à gauche. Et quand j'avais 13-14 ans, et puis il y a un monsieur qui s'appelle Michel Jardin qui m'a répondu, qui était responsable du style avancé chez Renault. Et à l'époque, je l'ai rencontré, il m'a un petit peu aidé, expliqué ce qu'était le métier. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc il n'y avait pas d'accès vraiment à toutes ces bases de données. Et voilà, puis ça m'a permis de rencontrer des designers et de voir ce qu'était le métier. Et puis j'ai continué ça le soir, comme passion. Et puis voilà, puis j'ai continué des études d'ingénieur, mais à chaque fois je cherchais à me rapprocher le plus possible du design. Donc j'ai fait mes stages dans le design, voilà. Puis à la sortie de l'école d'ingénieur, Michel m'a proposé de m'embaucher en tant que designer. Voilà, c'était mon rêve de gamin. Ah oui, donc en sortant de l'école, vous vous êtes retrouvé au design chez Renault.
Oui, exactement, oui, directement. Récemment, vous avez participé à la Clio 4 et au Capture. Oui, c'est ça. Ça, c'était l'expérience avant d'entrer chez Alpine. C'était deux projets dont je suis très très fier. Déjà parce que je pense que le design est réussi et puis les véhicules rencontrent leur public. Et puis c'était l'arrivée aussi de Laurens van den Acker avec qui je pense on a fait un travail de fond dès ces deux premiers projets. Et puis on a planté, je dirais, les premières pierres de toute la gamme qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est deux projets dont je suis très fier. Et voilà. Puis je pense que c'est ce qui m'a permis aussi aujourd'hui de pouvoir embrasser l'aventure Alpine. Alors justement, c'est ça dont je voulais vous parler. Vous étiez chez Renault depuis quand même pas très longtemps. Une dizaine d'années, à peu près, un peu plus, 12 ans. Comment vous vous êtes retrouvé à la tête du design Alpine ? Eh bien, en fait, il y avait besoin de créer tout l'univers Alpine, pas uniquement la voiture. Il y avait besoin de créer tout ce qu'on voit ici, les showrooms, la marque, les produits dérivés. Donc, en fait, c'était un univers complet qu'il y avait à construire. Et je dirais que moi, dans mon histoire, je suis passionné d'architecture, de design, de graphic design, de photographie. Donc je touchais toujours à tout. J'ai des blogs où j'alimente tout ça. Et je pense qu'à la fin, comme il y avait besoin d'avoir plutôt une direction artistique au-delà de la création de la voiture, finalement j'étais armé un petit peu par mes passions d'avant de tout ce petit savoir-faire que j'ai pu mettre à contribution à travers la marque Alpine. Donc en fait, en tant que directeur du design, ça dépasse le simple dessin de la voiture. Vous êtes responsable de l'identité visuelle de la marque Alpine sous toutes ses formes. C'est ça, tout ce que le client peut voir ou toucher, on doit avoir une cohérence globale. Donc on s'appuie évidemment après sur des partenaires pour réaliser les stands déployés, mais en fait, toutes les inputs, tous les éléments, les ingrédients qu'on met dans la marque, on a une stratégie design avec un certain nombre d'ingrédients et on les utilise pour faire le stand, pour faire les photos, pour faire le site internet, pour faire les produits dérivés, pour faire la compétition aussi. En fait, c'est un système assez flexible, mais ça alimente tous les briefs et puis ça permet d'avoir un regard à une expérience immersive complète dans la marque. Et alors justement, cette marque, vous étiez très jeune quand la berlinette courait en rallye, voire peut-être même pas née. Oui, parce qu'en fait le championnat du monde c'est 1973, moi je suis né en 74, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mes 1 an ou 2 ans même après, mais c'est vrai que j'ai quand même l'image, la berlinette et d'autres ont continué à courir. C'est vrai qu'on avait toujours la berlinette qui était sur les routes de Corse ou dans le Turini. Je pense que ça a marqué pas mal de générations. Moi mon père était fan d'automobile aussi, donc évidemment tous ces ingrédients on les a eus, même au Mans en 78, enfin j'ai des souvenirs quand même de loin. Je ne l'ai pas vécu en tant que passionné automobile à l'époque, mais ouais, je pense que ça s'est distillé petit à petit dans mon enfance. Donc en fait, vos premiers souvenirs d'Alpine, donc ça remonte quand même à jeune avec la berlinette. Oui, c'est plutôt la berlinette qui reste. Moi j'ai mes souvenirs c'était la berlinette et la 310. Voilà, 310 c'était les années 70. Je commençais à être petit enfant un peu plus grand, mais je commençais à appréhender tout ça. Donc oui, c'est les souvenirs que j'ai eus vraiment d'Alpine. J'étais déjà passionné petit. Et après, j'ai suivi toute l'aventure, moins la fin quand la marque a disparu. Mais oui, c'est resté toujours, pour moi, c'était la seule marque mythique française de sport automobile. Il n'y en a pas eu beaucoup. Alors revenons à la 110, la nouvelle, celle que l'on doit à votre design. Comment on s'attaque, entre guillemets, on s'attelle à dessiner une voiture qui est l'héritière d'un tel mythe automobile? C'était une grande question. Déjà, le fait de ne pas avoir connu en petit le début de ce mythe, je pense que c'était plutôt un avantage. C'est-à-dire que j'ai posé un œil, je pense, j'ai essayé de poser un œil lucide et à la fois frais. J'ai déjà essayé de comprendre quel était l'ADN de la marque, d'où venait le nom Alpine. Vraiment, rien que ça, déjà, de savoir le fait que Jean Rédélé adorait conduire les voitures dans les petites routes de montagne. C'était son terrain de jeu, c'était la symbolique. En fait, on est reparti de là. Et ensuite, après, ce qui est assez particulier, c'est que la marque a disparu. Donc, on avait aussi besoin de se réapproprier l'héritage, de pouvoir expliquer l'héritage, tout en projetant la marque dans la modernité. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez particulier. Et ça aurait été un travail complètement différent si on était parti d'une feuille blanche. Donc c'est un travail assez fin et c'est un travail qui se veut pérenne, c'est-à-dire que c'est un travail, on veut que dans 40 ans, notre travail ait la même résonance qu'à la berlinette aujourd'hui. Alors
On ne le sait pas, j'espère qu'on aura la même résonance dans 40 ou 50 ans avec notre A110. Mais on a fait ça avec humilité et puis avec passion et avec le même état d'esprit finalement qu'avaient les anciens. On les a rencontrés, c'est de comprendre comment ils fonctionnaient, quel était leur état d'esprit, quelle était leur relation pour essayer finalement d'élaborer ce même type de travail pour la 110. Oui, parce que justement, donc il faut préciser qu'il y a un Alpine Advisory Board qui a été monté, donc en fait qui était une équipe composée d'anciens de chez Alpine, ainsi que de passionnés, je crois. C'était que des anciens, c'était soit des anciens ingénieurs, anciens pilotes ou anciens distributeurs ou gens de la famille. Donc c'était vraiment des très très proches. Et on avait monté cet Advisory Board en tant que œil bienveillant sur notre travail. Et voilà, donc on l'a réuni il n'y a même pas très longtemps, là, il y a quelques jours. Je pense ils ont toujours eu un œil à la fois bienveillant et critique, dans le bon sens du terme. Et voilà, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir cet A110 avec la génétique, je dirais, qui respecte la génétique de l'A110 de l'époque. Ça s'est bien passé justement, le travail entre la nouvelle génération que vous incarnez et l'ancienne génération qui a, en plus d'aimer l'objet, a vécu l'aventure sportive que ça représentait et l'aventure humaine. Ça a été une aventure très touchante, moi je dois le dire, à titre personnel, parce qu'en fait, moi je suis toujours ravi de les revoir. On a un soutien et puis une communication qui est très directe. Ils ont un œil très moderne. Ils ne sont pas du tout ancrés dans le passé. Donc ils ont très vite compris tous les enjeux de la modernité, quels étaient les bons ingrédients. Donc ils avaient un œil, ils étaient plutôt visionnaires. Et puis ce qui était touchant, c'est que plusieurs nous ont dit « mais j'ai l'impression de me revoir moi, quand j'étais jeune, quand j'avais ton âge, à cette époque-là ». Et ça, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'était des témoignages très touchants parce qu'ils revivaient, ils avaient l'impression de revivre à travers nos yeux ce qu'ils avaient vécu à l'époque avec Jean Rédélé. Et je pense qu'en termes de reconnaissance, je ne pensais même pas pouvoir avoir ce type de retour. Donc c'était une relation très sincère et ils étaient très lucides et ils n'ont pas été tendres forcément. Mais alors par exemple, citez-nous un exemple on va dire d'un élément, par exemple de design qui aurait été retoqué par les anciens ou vraiment une chose contre laquelle ils se seraient opposés. On a beaucoup travaillé sur la face avant. Ça a été le plus gros des échanges, ça a été sur la face avant, qui était plus rétro et je dirais moins incisive avant. Et voilà, il y a eu pas mal de remarques là-dessus. Il y a eu des remarques sur les logos, le A, où on le met, comment on le met, dans quel sens on le met. C'est porteur de plein d'histoires qu'ils ont sûrement eues à l'époque, mais ils revivaient un peu ça à travers nous. Voilà, le gros du travail, ça a été sur la face avant. Et là où on a eu un gros travail, mais qui était de toute manière engagé, c'était sur l'intérieur, parce qu'on avait moins d'éléments, je dirais, historiques à véhiculer. Et donc on voulait être sûr que l'intérieur restait quand même dans la bonne philosophie. Et voilà, ça a été, je pense, très constructif. Et encore une fois, ils avaient l'œil. C'est ça qui était intéressant. Ils ne sont pas venus en tant que prêcheurs du passé, ils sont venus vraiment en tant qu'ambassadeurs du futur. Vraiment, ils étaient très visionnaires dans leur approche. Est-ce que vous croyez que l'A110 aujourd'hui aurait été différente si sa production n'avait jamais cessé ? C'est la question qu'on s'est posée. C'est un peu une partie du brief. On s'est dit, et si elle n'avait jamais cessé d'exister ? Je ne m'engage pas à faire un pronostic, est-ce qu'elle aurait été comme ça ou pas, parce que le contexte est différent. Mais non, c'est une bonne question, mais je pense qu'elle aurait pu être proche de ça. Et peut-être qu'en effet, ils n'auraient jamais dû l'arrêter. C'est surtout ça la question. C'est pas, parce que l'A110 s'est arrêté bien avant l'arrêt de la marque. Donc c'était vraiment le choix d'arrêter un produit au lieu de le pérenniser dans le temps. Voilà, j'espère en tout cas aujourd'hui qu'on a une digne héritière et en tout cas, voilà, nous on y a mis tout notre cœur, c'est ça le plus important. Il faut la voir dehors, parce que là on la voit pas, on voit pas la compacité, on voit pas son comportement. Il y a un petit film qui tourne, on devine sur les routes du Turini, mais moi je l'adore dehors. Moi je veux toujours la voir rouler. Pour moi c'est pas une voiture qui doit être sur les salons, c'est une voiture qui doit être dans la rue et dans les petites routes. Voilà, c'est ça le principal. Moi j'ai une A610 sur laquelle il y a un macaron sur la face avant. Celle-ci en est dépourvue. Alors ça c'était un long débat aussi, logo, pas logo, quel logo, est-ce qu'on change le A, est-ce qu'on change pas le A. On avait rencontré Philippe Charles qui avait dessiné le A et nous on l'a trouvé tellement moderne qu'on l'a gardé et je pense que c'est un A qui est d'une modernité, d'une puissance, vraiment un héritage génial et on remerciera Philippe Charles de l'avoir dessiné entre autres. Et on s'est beaucoup posé des questions sur les logos, est-ce qu'on marque Alpine en toutes lettres, est-ce qu'on met un logo
Il y a eu aussi l'époque où il y avait des logos Renault qui cohabitaient avec des logos Alpine. Nous, très vite, on a dit non, c'est une Alpine et c'est important de réinstaller vraiment Alpine sur son territoire. Alors, je me permets une question à ce sujet-là. Qui a choisi de dire une Alpine est une Alpine? Il n'y a pas de losange. C'est du côté d'Alpine que la décision a été prise ou c'est du côté de Renault? Ça a été du côté du client. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, Alpine va aller chercher des clients qui n'existent pas forcément chez Renault. Ils vont aller aussi chercher des passionnés qui ne vont pas aujourd'hui aller dans une concession Renault acheter des Renault. Donc en fait, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu le retour du terrain et des passionnés. Ils nous ont dit non, mais Alpine, c'est légitime. Alpine seul. On ne veut pas forcément aller acheter une Alpine dans une concession Renault. Donc très tôt, en fait, on a eu ce retour-là. C'était vraiment lié aux attentes. Ce qui fait qu'après, la décision d'entreprise a été faite de façon assez claire. On avait besoin de créer un nouvel environnement dans lequel ses clients se retrouvent. Et en fait, c'est tout bénéfice pour Renault, puisque Renault, finalement, s'ouvre un potentiel de clients qu'il n'a jamais eu, de passionnés. Et je pense que c'était vraiment important de ne pas recréer la confusion qu'il y a eu entre Alpine et Renault à un certain moment. Donc, il n'y a aucun problème. On est Alpine, on est dans le groupe Renault. On a la chance d'aujourd'hui d'avoir cette marque groupe Renault. Et aujourd'hui, c'est un portefeuille dans lequel Alpine a sa juste valeur. Et je pense que c'est très important pour l'expérience de marque, pour les clients. Donc, c'est les clients qui nous ont emmenés à ça. Et ça va complètement en ligne avec l'objet qu'on a créé. Donc plus que jamais, Alpine redevient officiellement une marque avec le modèle phare, la nouvelle A110. Sur un stand Alpine. Sur un stand Alpine, très bien. Merci beaucoup Anthony Villain de nous avoir accordé cet instant. C'était avec plaisir qu'on a discuté de tout ça avec vous. Et puis voilà, puis pour la suite, parce que maintenant, il va falloir la voir rouler et la rouler. Ça sera avec grand plaisir chez Alpine Avenue. Merci. Donc je suis avec Denis Brognard, qu'on ne présente plus, le célèbre présentateur de TF1, passionné d'automobile, aujourd'hui sur le stand Alpine. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle berlinette A110? Vous savez, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Ça fait des années, depuis 2012, on nous montre des prototypes les uns après les autres. On nous dit c'est presque la vraie, c'est presque la voiture de série. Et là, enfin, elle est là. Donc j'ai envie de vous dire que cette attente renforce encore le plaisir de la voir. Et puis moi, je suis un nostalgique, même si c'était au moment de mon enfance, mais de la berlinette, qui était pour moi l'une des voitures les mieux dessinées. Quand on parle de la Porsche 911, il y a une forme instantanée qui a marqué les époques et qui continue à les marquer. Pour moi, la berlinette, c'est la même chose. Et le fait qu'ils aient repris cette forme très abaissée, ces anti-brouillards avant, cette arête centrale, la partie arrière très costaud de la berlinette, c'est pour moi un vrai plus. Voilà. Maintenant, c'est une voiture de 250 chevaux, c'est une voiture certes pour pilote, mais j'aurais aimé et j'espère qu'un jour ils seront capables de faire une berlinette moderne survitaminée avec plus de 300 chevaux, capable d'avoir des performances meilleures que celle-ci pour aller tutoyer, chatouiller les GT. Alors il faudra peut-être aussi attendre déjà de découvrir celle-ci au volant. Ouais, c'est sûr, mais ce qui est génial déjà avec cette voiture, et c'est là qu'on sent l'engouement, et c'est là que je me dis on aurait dû le faire bien plus tôt, c'est qu'ils en ont fait 1955 pour vraiment fêter l'anniversaire de la création d'Alpine par Jean Rédélé. Et franchement, quand on voit que sur les 1955, elles sont déjà toutes précommandées et réservées, on se dit qu'il y a vraiment un engouement, une attente pour cette voiture-là, et qu'ils devraient connaître un joli succès lorsqu'ils développeront la voiture, entre guillemets, plus de production après cette série limitée. Alors sinon vous, elle vous plaît quand même globalement, en tant que berlinette moderne? Alors vous savez, j'avais une angoisse, c'est la place pour les grands avec les grandes jambes comme moi, parce que j'ai le souvenir du rallye du Maroc classique où j'avais fait une ou deux étapes avec une berlinette dans des conditions effroyables. J'avais mal aux jambes, j'avais les genoux complètement abîmés, tellement je ne pouvais pas rentrer correctement à l'intérieur, je ne pouvais pas la conduire correctement. Et là, déjà leur patron il fait 2 mètres. Et il m'avait dit, tu verras, il y a de la place. Et effectivement, je me suis assis au volant. Et ça n'a rien à voir avec la berlinette. Donc c'est moderne, c'est intéressant. Je suis très impatient de pouvoir découvrir aussi le comportement sur la route de cette coque tout en aluminium. Parce que finalement, des voitures tout en alu comme celle-là, il y en a assez peu. Tout constructeur confondu. Donc je pense que ça va être intéressant, ce moteur turbo. Je vous dis, c'est peut-être un petit peu ma réserve. J'aurais mis un peu plus de bourrin sous le capot. Très bien. Merci beaucoup, Denis. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.